Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. La Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès humain et le logiciel libre. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme en début d'émission la chronique Que libérer d'autre que du logiciel avec Antanac, et en fin d'émission la chronique lecture buissonnière de Vincent Calam sur la revue Curseur. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 9 juin 2026, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur les web radios Radio Cigaloun et Radio Broussailles, ainsi que sur les radios FM, Radio Libre en Périgord et Radio Quetch. Réalisation de l'émission, Julie Chomard. Salut Julie. Bonjour et belle émission. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Que libérer d'autre que du logiciel ? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de me donner la parole une nouvelle fois, de donner la parole à Antanac. Et alors aujourd'hui, c'est drôle, je suis en train de perdre ma voix. C'est dommage pour faire de la radio, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est comme ça. Vous allez faire avec, chère auditrice, excusez-moi. Voilà, je savais pas, Frédéric m'a demandé, mais quel titre aurait donc ta chronique ? Et une fois de plus, je dis, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas quel titre donner à ça. En fait, de quoi je voulais vous parler ? Évidemment, ici, on a souvent parlé, on comprend facilement ce qu'est qu'un logiciel propriétaire. Le terme privateur est parfois utilisé. À Antanac, je dois dire qu'on l'aime bien, on le préfère. Il permet de mieux comprendre les enjeux de privation de liberté liés à ce type d'outils, de logiciels. Par contre, souvent, et encore, y compris à Antanac parfois, les notions de logiciel libre et de logiciel open source sont mélangées ou pas assez précisées. Alors, je ne vais pas refaire ici, peut-être que la majorité des auditeuristes connaissent la différence, juste en quelques mots quand même. Un logiciel libre, défini par la Free Software Foundation, c'est un logiciel dont les utilisateurs, utilisatrices ont la liberté d'exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier, améliorer le code source. Et donc, au-delà d'une simple utilisation d'un code source, le logiciel libre incarne une orientation, une philosophie éthique. Tout le monde est encouragé à adopter une approche responsable de la technologie qui reconnaît l'importance de la liberté et du contrôle sur les outils qu'on utilise. Et c'est vrai que là-dessus, on essaye à Antanac de beaucoup mettre l'accent sur la coopération, la solidarité, l'entraide et le respect des libertés. Et du coup, le terme open source, lui, se réfère simplement à la disponibilité d'un code source d'un logiciel qui permet à quelqu'un de le consulter, de le modifier, mais pas beaucoup plus. Donc, ce qu'on peut retenir en gros, ce qu'on dit souvent, c'est, pour simplifier pour toutes les personnes, c'est que tous les logiciels libres sont open source, mais que tous les open source ne sont pas nécessairement libres. Et alors, pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, parce que, figurez-vous, à l'Assemblée Générale, le 30 mai, d'Antanac, il se trouve que quelqu'un, en quasi fin d'Assemblée Générale, tous les points à l'ordre du jour ayant été visités, les résolutions votées dans un grand enthousiasme, etc., on était quand même une quarantaine de personnes, ce qui n'est pas si pire. Eh bien, quelqu'un nous pose la question, est-ce qu'un jour, Antanac va s'occuper de l'IA ? Alors, c'est une question tout à fait intéressante. Et là, c'est suivi un grand débat sur la question de « Ah, mais si, sûrement il doit pouvoir y avoir une IA libre. Ah, en tout cas, il y a des IA open source. » Et tout le monde s'est mis à débattre de tout ça. Et je ne sais pas si, je vais pas regarder, j'aurais dû peut-être regarder si le sujet avait déjà été évoqué dans une des émissions ici à Libre à vous, je ne sais pas, mais en tout cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Bah, peut-être que ce serait intéressant de pouvoir voilà. Donc, du coup, c'est ça dont je voulais parler un petit peu parce que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de confusion assez phénoménale. Et c'est pour ça que je commençais par réouvrir sur c'est quoi libre, c'est quoi open source, parce que, donc, il se trouve qu'effectivement, il y a des modèles
d'intelligence artificielle, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, chinois, qui sont open source. Et on sait que la Chine, donc, a choisi, elle, comme modèle, plutôt que de mettre tout privateur, elle a choisi de manière à ce que le maximum d'entreprises, de structures, de collectifs utilisent ces modèles-là. Elle a choisi donc de les mettre à disposition de manière pour le moment gratuite. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas un jour changer, mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Et alors, c'est intéressant parce que j'ai lu quelques articles, du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'on disait là-dessus, et il y a donc beaucoup de téléchargements de ces grands modèles de langage, d'intelligence artificielle sur une année. Là, ils disent entre février 2025 et 2026, ils disent que 41% des téléchargements seraient donc désormais des modèles chinois. Et donc, au cœur de cette soi-disant domination, on retrouvera, je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est Quen ou Queen d'Alibaba, Qwen. Ça peut pas être Queen, hein, c'est pas la reine, hein. Non, c'est pas ça. Qwen peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est donc une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de modèles dérivés qui sont créés par ces communautés chinoises. Et alors, c'est beaucoup plus que toutes les contributions de Google et Meta réunies. Ils parlent de 113 000 modèles dérivés. Alors, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, de quoi ça parle ? Ça parle du fait que de l'open source pourrait, de manière simple, apparemment, ou plus ou moins simple en tout cas, être mis à disposition pour qu'on l'utilise. C'est-à-dire que là, la volonté, elle n'est pas simplement, elle est aussi d'un point de vue commercial, on pourrait le dire, ou en tout cas capitaliste, puisque l'idée, c'est quand même que ces versions gratuites soient les modèles utilisés. Ça tend vers une hégémonie et vers une volonté de faire en sorte que tout le monde utilise tel modèle plutôt que tel autre. Et donc, pendant que les dirigeants politiques et économiques se focalisent sur des modèles géants, des acteurs états-uniens, la Chine, elle continue de l'open source à plus faible coût que chez son concurrent occidental. Et pendant ce temps-là, ici, on continue à parler simplement de souveraineté numérique. Alors pourquoi ? Voilà, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, hein, je suis plutôt opposé à cette généralisation des IA un peu partout, et surtout à la généralisation des usines à IA qui prennent les territoires un peu partout dans leur place pour des espaces dédiés. Pour ces gros data centers, on bétonise les hectares de terres agricoles, on utilise de plus en plus d'énergie électrique, en eau, etc. Et tout ça pourquoi ? Eh bien parce que là, on l'a vu dernièrement, Macron vend les territoires en France, notamment en métropole, mais aussi en Guadeloupe, parce que on a le nucléaire, donc c'est génial, on peut mettre de l'électricité à un bon tarif et soi-disant sans risque. Sans risque pour maintenant, ça veut dire rien sur la suite, mais voilà. Et donc du coup, défendre un modèle open source, est-ce que ça continue à être une bonne idée ? Je sais pas. Je pose la question et je n'ai vraiment pas de réponse. Hein. C'est-à-dire que là, cette chronique, elle n'est pas du tout affirmative sur rien. Je n'ai juste posé là au milieu de la table un certain nombre de sujets avec de quoi parle-t-on ? Est-ce que le déploiement des IA chinoises, qui est donc aussi simple maintenant que quand ils font des ports, des rails, des infrastructures matérielles, et on s'aperçoit en plus que l'adoption de ces modèles-là et de ces IA ne se fait pas simplement en Occident, c'est aussi en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, et donc ça doit combler quelque chose, ça doit répondre à une demande pour que ça soit à ce point utilisé. À quelle demande ça répond ? Je trouve que la question se pose parce que, au-delà de l'aspect financier, on pourrait imaginer que très bientôt, le gouvernement chinois, qui maintient quand même, on le sait, une surveillance étroite sur la technologie avec la censure et les réglementations, va en arriver malgré tout à refermer quelque chose sur les questions d'applications qui sont stratégiques en matière de cybersécurité ou de défense. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Bon voilà, pour conclure, dans le délai de cette petite chronique, je voulais juste que soient ouvertes ces questions de cette course aux IA, à laquelle je suis assez opposé, qui serait devenue en quelques années aussi indispensable aux capitalistes que leur bourse, telle des armes. Écoute, merci Isa, je pense qu'on finira par traiter ce sujet peut-être dans la saison 10, qui commencera en septembre 2026. Donc on se retrouve d'ailleurs pour la saison 10, pour ta prochaine chronique, en septembre 2026. Donc c'était Isabelle Carrère d'Antanac. Antanac, le site c'est antanac.com avec un K. Antanac. Et avec un tout nouveau site à aller voir, sous Spip. Yeah. Un tout nouveau site fait sous un logiciel libre qui s'appelle Spip, que Vincent Calam connaît bien, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que c'est l'outil logiciel libre qui propulse également libravou.org et plein de sites de l'April. Et l'adresse d'Antanac, c'est nos voisines, c'est le 18 rue Bernard Dimet, dans le 18e arrondissement de Paris. Merci. Merci Isa, on va faire une pause musicale.
Alors Julie, pour la pause musicale, je vais te demander d'activer le micro de Vincent, parce que Vincent, c'est un coquin. Je l'aime bien parce qu'il envoie des suggestions de pause musicale, mais pas forcément très simples à prononcer. Mais surtout, je vais lui demander ce choix de Amanadsim Vurma Mani par Turku Nomads of the Skill Road. Pourquoi ce choix de musique ? Oui, ça me change de style, mais j'aime beaucoup aussi la musique traditionnelle. Et il y en a pas énormément pour l'instant sur les plateformes de musique libre, ce qui est dommage parce qu'au fond, la musique traditionnelle, c'est de la musique libre, puisque c'est ça provient de centaines d'années de pratique de gens qui ne se posaient pas de questions de licence. Pour l'instant, il y en a assez peu sur Internet, sur les plateformes de musique. Donc voilà, j'ai celle-là et aussi c'est aussi une zone géographique moins étudiée, moins connue. Quelle région ? C'est Turquie et Moyen-Orient. D'accord. Alors je vais le redire, le défi. Je sais pas si ça se prononce correctement. Excusez-moi si vous n'hésitez pas à me corriger, envoyer un message. Aman Asivurma Mani par Turku Nomads of the Skill Road. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Aman Asivurma Mani par Turku Nomads of the Skill Road, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY 4.0. C'est l'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Et j'en profite aussi spécialement pour rappeler que toutes nos musiques sont disponibles sur le site libravou.org. Il y a un onglet musique. Et derrière l'outil qui permet de gérer ces musiques, c'est un outil libre, dont on va parler dans le sujet principal, parce que c'est l'outil développé par Vincent Calam pour la Fondation Charles-Paul Meyer pour le progrès humain. Donc on recycle tout ici dans cette émission. Et puis n'hésitez pas à découvrir effectivement cette musique turque. Effectivement, c'est assez rare qu'on passe ce genre de musique et c'est très bien. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre par notre sujet principal.
Nous allons poursuivre par le sujet principal qui va porter aujourd'hui sur la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès humain, la FPH, et les actions autour du logiciel libre avec nos invités Antoine Vascou, responsable de programme à la FPH, et Vincent Calam, développeur, concepteur et codeur de logiciels libres au sein de la Fondation, également bénévole à l'April. Bonjour Vincent, bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une certaine logique, d'ailleurs, avant d'oublier tout de suite, par rapport aux émissions, l'enchaînement des émissions dans Libre à vous, parce que l'émission précédente, c'était Droits humains et enjeux numériques avec Amnesty International France et la LDH, et l'émission précédente, c'était migrer de Windows vers un système libre sur le poste de travail, dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà, il y a une logique, en tout cas, dans la suite de ces émissions-là, en mai et juin. Donc, fondation, c'est un terme que les gens en France ne connaissent pas forcément, ou en tout cas, on image des fois un petit peu inexact ou biaisé. Mais déjà, on va commencer par une présentation personnelle de chacun de vous. Antoine Vascou. Oui, bonjour. Alors déjà, je vais commencer par vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui dans cette émission. Alors, comme vous l'avez dit, je suis responsable de programme à la Fondation pour le progrès humain. J'interviens dans différents programmes de la Fondation. Et très brièvement, je suis issu d'un parcours pluridisciplinaire entre les sciences de l'environnement et les sciences humaines, avec une spécialisation autour du concept de durabilité. Auparavant, j'ai travaillé dans le secteur bio, dans une entreprise au service du numérique aussi, dans le secteur public, au bureau de la durabilité de la commune de Vevey, qui est une petite commune à côté de Lausanne, avant de rejoindre finalement la Fondation pour le progrès humain. Voilà, c'est cette diversité à la fois théorique et pratique qui me permet de faire le lien justement entre enjeux écologiques, sociaux, démocratiques et puis numériques. D'accord. On va peut-être se tutoyer, parce qu'on se tutoie en fait, parce que tu as dit vous, donc on va peut-être se tutoyer. Je sais que des fois à la radio, les gens se vous voient, mais on va, sauf si ça te dérange. C'est très bien pour moi. Voilà, non, mais je sais qu'à la radio, il y a une théorie comme quoi il faudrait se vous voyer pour pas exclure l'auditorat, mais à Cause Commune, on est une radio associative militante. Les auditeurs et auditrices sont intégrés de facto, notamment par le tutoiement, quand on se tutoie dans la réalité, quoi. Vincent Calme, on te connaît un peu plus, effectivement, sur la radio, mais en fait, on sait pas trop ce que tu fais, donc c'est l'occasion de une petite présentation personnelle. Oui, donc je suis travailleur indépendant, je suis une petite entreprise qui s'appelle Exemol, mais je suis évidemment très lié à la fondation Charles-Léopold Meyer, puisque je travaille avec elle depuis les années 2000 et quelques, pour toute sa politique informatique et le développement de ses outils internes notamment. J'avais fondé j'ai pas été salarié de la FPH, j'ai fondé plutôt une société, parce que dans l'idée, c'est que les développements qu'on ferait pour la FPH ne seraient pas que pour la FPH, et auraient d'autres perspectives, d'autres clients aussi. Notamment, je travaille pour une autre fondation qui est la fondation Terre Solidaire, qui est une émanation du CCFD Terre Solidaire. D'accord. D'autres structures qui te font pas travailler, peut-être aussi, on en parlera tout à l'heure, peut-être d'autres personnes qui contribuent au projet Liban. On verra si ça existe, si c'est le cas ou pas. C'est plus compliqué, je sais, mais c'est un sujet qui me paraît intéressant. Alors donc, la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès humain, qu'on va appeler FPH. Alors, de temps en temps, je rappellerai quand même le nom, parce que le nom complet. On va commencer par une présentation de ce qu'est la FPH, son rôle, son histoire, son fonctionnement, son financement. Voilà, une petite présentation pour que les personnes qui nous écoutent comprennent d'où vient cette fondation et ce qu'elle fait. Donc là, on va plutôt demander à Antoine. Alors peut-être qu'avant de commencer par présenter la FPH, je peux commencer par présenter de manière plus large ce que sont les fondations. Oui, tout à fait. Vas-y. Voilà. Alors, si on en revient à la définition, une définition, c'est une personne morale de droit privé à but non lucratif, qui est créée par un ou plusieurs donateurs, eux-mêmes pouvant être des personnes physiques ou morales pour accomplir une œuvre, et c'est très important, d'intérêt général. Donc pour bien comprendre ce que sont les fondations, il faut distinguer deux axes. Le premier axe, c'est l'origine des fonds, qui finance, et le deuxième, c'est le mode d'action, comment est-ce qu'on agit. Donc si on essaie de voir ce que sont les fondations selon l'origine des fonds, on peut distinguer à la fois d'un côté les fondations familiales ou privées, qui sont souvent issues d'une fortune privée familiale. Elles sont souvent perpétuelles et visent à soutenir des causes qui sont chères aux fondateurs sur le long terme. Pour donner l'exemple de la fondation Bill et Melinda Gates, que tout le monde connaît probablement. On a aussi les fondations d'entreprises, qui sont créées et abondées par une entreprise pour porter des actions de mécénat ou de responsabilité sociale et environnementale.
Donc, par exemple, on a la fondation EDF ou la fondation Orange. On a aussi les fondations de coopération scientifique ou universitaire qui regroupent des établissements publics et des partenaires privés pour financer la recherche. On a les fondations sous égide ou abritées. Donc là, c'est un modèle où un donateur crée une fondation sans monter sa propre structure juridique. Elle est abritée par une fondation existante, comme la Fondation de France, par exemple, qui gère le côté administratif. C'est un modèle qui est très courant pour les petites initiatives. On a les Community Foundations, qui sont un modèle anglo-saxon très développé, un peu moins en Europe, où les fonds proviennent de nombreux donateurs locaux d'un territoire pour financer des projets locaux. Et puis on a aussi un modèle de fondation issu de la mobilisation communautaire, comme Apache Software Foundation ou la Free Software Foundation. Et leur force vient de la structuration de milliers de développeurs et de militants qui financent et gouvernent l'outil pour protéger leur travail commun. Donc ça, c'est l'axe origine des fonds. Ensuite, on a un second axe qui est le mode d'action. Comment est-ce qu'on utilise l'argent? Et c'est ici plus que se joue la stratégie. Par exemple, une même fondation peut choisir l'un ou l'autre de ces modes d'action. Alors là, on va distinguer les fondations donatrices qui réalisent donc des fondations qui ne vont pas réaliser elles-mêmes des projets. Elles gèrent un capital qu'elles utilisent, parfois seulement les revenus de ce capital, pour distribuer des subventions à des tiers, des associations, des chercheurs, des coopératives qui portent les projets eux-mêmes. On a aussi les fondations opératrices, donc ce sont les fondations qui portent leurs propres projets avec leurs propres équipes salariées. Elles agissent directement sur le terrain comme le ferait une association. Là, on peut donner l'exemple de la fondation Wikimedia qui emploie du personnel pour faire tourner la boutique. Voilà, développement technique, juridique, stratégie, collecte de fonds. On a des fondations hybrides qui sont à la fois donatrices, opératrices. Puis finalement, on a aussi ce qu'on appelle des pool funds. Donc là, c'est une fondation qui va agir comme un guichet unique. Elle va recevoir des fonds de plusieurs donateurs qui peuvent être des États, des entreprises, des particuliers, voire des autres fondations, pour ensuite les redistribuer sur une thématique précise. Voilà, donc ce type de fondation garantit une bonne utilisation d'un fonds et va mutualiser les coûts de gestion. Par exemple, en France, on a la Fondation pour la démocratie qui s'est récemment constituée autour de la thématique de la démocratie. Cette double distinction me fait venir à la FPH. Qu'est-ce qui caractérise la Fondation pour le progrès humain? Donc on est une fondation donatrice privée de droit suisse, issu du patrimoine de Charles Leopold Meyer, qui a laissé son nom à la fondation, qui était un Français d'origine irlandaise. Il était à la fois ingénieur chimiste, financier et humaniste. À sa mort en 1971, il n'avait pas d'héritier et il a souhaité mettre sa fortune au service d'actions et de travaux à caractère scientifique et humaniste. D'accord. La fondation a été créée 9 ans après sa mort, donc en 1982. Et aujourd'hui, la Fondation pour le progrès humain, elle soutient structurellement par ses dons, qui représentent aujourd'hui à peu près 8 millions d'euros par an, plus des dons en nature. Donc on accueille une dizaine d'associations dans un bâtiment que la Fondation possède à Paris. Donc, voilà, et que l'April connaît. Voilà, gros soutien des mouvements et des organisations de la société civile, plus d'une centaine aujourd'hui, dans leurs actions de plaidoyer en faveur d'une transition écologique, ce qui est vraiment le fil rouge de la Fondation. Bien sûr, on regarde cette question de transition écologique d'une manière holistique, ce qui intègre tout un tas de dimensions. Alors, rappelle ce qu'on veut dire holistique, s'il te plaît. Alors, c'est-à-dire que un terme très connu. Quand on parle de transition écologique, on essaie d'intégrer toutes les dimensions qui sont en lien avec cette transition écologique, par exemple des aspects économiques, des aspects démocratiques, des aspects sur la responsabilité des multinationales. Okay. Voilà. Ce qui fait que l'action de la Fondation est répartie dans 9 programmes différents qui adressent chacun une dimension différentes de la transition écologique. Je vais donner 2 ou 3 exemples de programmes. Par exemple, on en a un qui s'appelle Démocratie et État de droit, un autre Économie écologique, un autre Système alimentaire durable territorialisé. Voilà. Et le message clé que je souhaite faire passer, c'est que la FPH n'est pas une fondation du libre, mais c'est une fondation d'intérêt général qui considère le libre comme un outil qui lui permet, parmi d'autres, de réaliser sa mission. D'accord. Alors c'est une introduction très très claire. Et je vais faire rebondir peut-être donc justement Vincent sur peut-être parce que c'est vrai que dans le monde du logiciel libre, quand on parle de fondation, on a plus en tête la fondation Mozilla aussi pour Firefox. Tu l'as dit tout à l'heure, la fondation pour du logiciel libre, donc la Free Software Foundation, la fondation Apache. Peut-être que tu peux un peu, Antoine l'a déjà un petit peu dit, mais expliquer Vincent, excuse-moi, ce que font ces fondations du logiciel libre rapidement.
C'est vrai qu'elle, dans les modèles décrits par Antoine, on est plus dans des fondations proactives, c'est-à-dire qu'elles ont une mission autour de projets particuliers. Alors dans le cas de la fondation Apache, elle en héberge un certain nombre, et en fait c'est effectivement l'occasion de réunir ensemble des acteurs qui peuvent être concurrents par ailleurs. C'est ça qui est aussi intéressant dans ce modèle, mais qui voit l'intérêt de mutualiser le code et le développement. Il y a aussi la fondation OpenStreetMap, mais effectivement, ces fondations, elles, reposent sur des dons. Beaucoup, à la fois des dons en nature, à la fois la contribution, à la fois il y a des sponsors d'entreprises. Il n'y a pas le côté que la force l'avantage chez la FPH, c'est que c'est un patrimoine. On dit, c'est que les 8 millions d'euros annuels, en fait, sont issus du patrimoine initial. De Charles Léopold Meyer. De Charles Léopold Meyer, ce qui donne une grande indépendance. Et, par exemple, la FPH ne fait pas de campagne de dons, contrairement à ce que font beaucoup de fondations, où elles se retrouvent d'ailleurs un peu en concurrence avec les associations d'ailleurs, où chacun fait sa campagne de dons. Ouais. Et certaines sont quand même financées par des grandes entreprises, notamment la fondation Apache ou la fondation Linux, par exemple, du noyau, avec des IBM, des Microsoft, etc. Parce que voilà, ils ont des intérêts économiques derrière. Et donc, ils orientent aussi, font des choix technologiques par rapport à leurs priorités, ce qui n'est pas forcément le cas donc de la FPH, où il y a à la fois des appels à projets, et puis peut-être et j'ai fait une question, est-ce que ça fonctionne par appel à projet, les soutiens, ou est-ce qu'il y a aussi des choix de la FPH de se dire, tiens, sur tel et tel sujet, on va mettre l'accent parce qu'il y a une priorité, parce que ça rentre dans notre cadre. Comment sont choisis les projets, en fait? Alors, merci de poser cette question qui va me permettre de clarifier ce point qui est aujourd'hui très important pour nous. La Fondation, elle a pu soutenir des projets dans sa première décennie d'existence, dans les années 80. Mais dès les années 90, on est sorti de cette logique d'appel à projet qui finalement crée beaucoup de travail, de suivi, de reporting, de travail administratif de part et d'autre, du côté à la fois des associations, du côté des fondations. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une période, on va dire, de plus en plus contrainte financièrement pour les associations. Et en fait, cette dynamique d'appel à projet, en plus de créer du travail de part et d'autre, a un effet de mettre en concurrence les associations. Donc le choix que fait la FPH aujourd'hui, c'est un choix de soutenir structurellement des organisations qui sont porteuses d'un plaidoyer, donc qui veulent passer des bonnes pratiques aux bonnes politiques. Mais on soutient structurellement les organisations qui ensuite ont la liberté d'utiliser les fonds qu'on leur donne, d'allouer en fait ces fonds-là pour porter leur plaidoyer, faire de la communication, porter certains projets dont elles pensent qu'ils sont importants. Voilà, même si un projet n'a peut-être pas fonctionné puis qu'elles veulent partir sur un autre projet, elles ont tout à fait la liberté de le faire parce qu'on ne fonctionne pas par appel à projet aujourd'hui. D'accord, c'est une excellente précision et on en est un exemple parfait, l'April, parce que la Fondation donc soutient l'April depuis 2019 en tant que membre de l'April, et effectivement la Fondation ne se mêle pas de ce que l'on fait. Mais l'histoire de l'April et de la FPH est encore plus ancienne que ça, parce que c'est au début des années 2000 que moi j'ai rencontré Vincent et avec d'autres. On va y revenir tout de suite après, parce que justement c'est aussi la question de la migration vers des outils libres, même si tu as commencé à expliquer les raisons pour lesquelles ça a été fait. Donc ça c'est effectivement important par rapport à d'autres fondations où il y a des appels à projets, et j'ai remarqué que la Fondation de France par exemple commence aussi à changer de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle fait moins d'appels à projets. J'y reviendrai tout à l'heure parce que j'aurai une question justement sur le rôle notamment de certaines fondations qui ne sont pas spécifiquement logiciels libres. Parce que l'autre point important qu'il faut que les gens retiennent, effectivement, ce que tu as dit en introduction, c'est que les fondations dont on a parlé, le logiciel libre, Apache Fondation, Mozilla, etc., sont orientées logiciel libre. Alors que la Fondation pour le progrès humain, c'est pas orienté logiciel libre. Le logiciel libre, quelque part, c'est un outil que vous avez identifié comme faisant partie, quelque part, des outils à utiliser par rapport à votre mission. C'est bien ça? Exactement. C'est très bien résumé. Ok, d'accord. Alors, on va justement rentrer dans le vif du sujet, parce que pourquoi on a invité la FPH, à part qu'on les aime bien, et qu'effectivement on connaît très bien les locaux de la FPH, alors qui en plus c'est des locaux à Paris qui sont vraiment magnifiques, éco-responsables, etc. Et j'en reparlerai tout à l'heure dans les annonces de fin, parce que tous les jeudis il y a notamment des ateliers de contribution, et on a le plaisir d'utiliser la FPH lors de nos AG le week-end, le dimanche de notre AG pour faire des réunions de travail. Donc pourquoi on a invité la FPH? Parce que c'est intéressant d'avoir un retour d'expérience d'une migration d'une structure telle que la FPH vers le logiciel libre. Alors souvent on parle de migration côté serveur, mais il n'y a pas que les serveurs, il y a les postes de travail, il y a le système d'exploitation sur le poste de travail, mais il y a aussi les outils sur le système d'exploitation. Donc à quel moment cette migration a commencé? On a compris pourquoi, mais à quel moment
ça a démarré? Quel a été, est-ce qu'il y a eu un moment précis de démarrage, une réflexion? Vincent Calam. C'est dans les années 2000. Alors, je pense que il y avait une sensibilité générale de la FPH, enfin, tout de suite, en annonçant les enjeux, quand elle a découvert les enjeux du logiciel libre, elle s'est pas trop posé de la question sur la cohérence entre logiciel libre et puis ses actions. Donc évidemment il y a ça. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est parti. En fait, la FPA, effectivement, la migration, ça a d'abord été une migration des postes de travail. Finalement, vous avez commencé donc par le plus compliqué en fait. Oui, tout à fait. Je dirais que même dans un premier temps, on n'avait pas vraiment de serveur non plus. Ah, ok, d'accord. Il faut dire ce qu'il y a. Au début, on n'avait pas de serveur. En fait, ça a commencé. La réflexion de l'informatique a commencé dans les années 90. On y reviendra en fait. Des premières. J'ai vérifié. Les premiers documents datent de 1986. Au début, c'était des postes de travail avec un système de disques durs partagés. Et ce qui est intéressant, c'est que, ou si t'es un terreau favorable, c'est que la FPH n'a jamais été très très liée aux outils Microsoft. Notamment, pour l'anecdote, dans les années 90, le traitement de texte c'était WordPerfect, un logiciel qui a disparu depuis. Mais elle avait vécu, on n'était pas encore dans l'IM, elle avait vécu le fait de se faire imposer Microsoft Word parce que c'était devenu le standard et alors qu'elle aimait beaucoup WordPerfect, mais à l'époque il y avait encore moins d'interopérabilité que maintenant, et elle avait déjà subi un peu cette frustration de se faire imposer un standard extérieur. Donc le taureau, et c'est pour ça en fait moi j'avais introduit StarOffice qui était l'ancêtre de LibreOffice. En fait le terreau était favorable, on utilisait également Netscape à basculer vers le libre, et le basculement s'est fait sur le triptyque habituel en bureautique, c'était LibreOffice, Firefox et Thunderbird. Firefox et Thunderbird s'est passé sans problème, notamment parce que quand Thunderbird est arrivé, il a introduit un vrai filtre anti-spam que les autres n'avaient pas, donc il avait vraiment LibreOffice, ça a été beaucoup plus compliqué, et ça lié, on y reviendra, c'est le fait aussi que la fondation ne travaille pas seule, c'est pas une bulle, elle est beaucoup en communication avec ses partenaires, et on pouvait utiliser en interne LibreOffice, mais à l'époque, diffuser du ODT, qui est le format de LibreOffice, ça posait toujours problème. Pour donner une idée, c'était vers quelles années ça? On a fait LibreOffice 1.0, donc c'était vers 2005-2006. D'accord, donc c'était comme il y a 21 ans. Oui, Firefox, on a fait aussi la première version, et parce que on avait déjà Netscape avant, donc oui, c'était. Et ensuite, le basculement à une distribution GNU Linux a été un premier vers 2009. Enfin, c'était à l'occasion de nouveaux ordinateurs qu'on a commencé à basculer vers 2009. D'accord, donc pour bien comprendre, la migration initiale, c'était des outils libres sur un environnement Windows. Tout à fait. Ce que font beaucoup de gens. Oui. Et ensuite, migration de l'environnement du système d'exploitation. Et les personnes ont retrouvé les mêmes outils. C'est ça. À l'époque, c'était une décision donc stratégique de la fondation, c'est ça? Oui. Et quel a été l'accueil et en termes de personnes, ça représentait combien de personnes utilisatrices à la fondation à l'époque? Une dizaine de personnes. Une dizaine, d'accord. Et donc, comment ça a été accueilli à l'époque par ces personnes? Pas trop mal. Enfin, c'est LibreOffice qui a été, parce qu'en plus c'était la version 1.0, on sentait qu'il avait sorti parce que ça urgeait, donc il y avait encore un certain nombre de bugs, puis il y a toujours eu un problème de LibreOffice, qui est beaucoup moins le cas maintenant, mais évidemment de compatibilité entre les documents Word et puis LibreOffice. Donc ça a été le plus compliqué. Après, ce qui s'est passé, on était un peu malin, c'est que quand on est passé à GNU Linux, c'est qu'on a pris on l'a fait avec des ordinateurs neufs. Donc il y avait qui était plus performant que les ordinateurs existants. Donc en fait, il y avait le sentiment que GNU Linux était plus performant. Mais bon, c'est surtout l'ordinateur qui l'était plus. Mais disons qu'il y avait eu on l'a fait en disant. Puis on a fait des formations aussi. On a essayé aussi de dire qu'on faisait pas ça pour juste faire des économies de licence. D'ailleurs, c'était une de mes questions. Mais par contre, je vais juste finir sur la question de l'ordinateur parce que j'avais noté.
Que tu m'avais dit en préparant l'émission que vous aviez acheté des ordinateurs préinstallés à l'époque avec des systèmes libres, c'est ça? Alors, en 2009, on avait installé, alors j'avais utilisé pour les fixes, parce que je parle des fixes, les portables, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour les fixes, là, j'avais pris que c'était un intégrateur que j'avais rencontré via l'April. Et ensuite, on en a refait une nouvelle version, enfin, les ordinateurs actuels sont de 2015. Ils ont bien tenu, là, ils continuent d'être opérationnels. Et là, c'est quelqu'un, là, on est passé à Ubuntu, c'est quelqu'un qui nous a fait l'installation on a pris un prestataire qui a fait la configuration de tous les ordinateurs. D'accord. Alors, je reviens sur la question du coût. Peut-être que je vais la poser à Antoine, ou en tout cas à tous les deux. Parce qu'effectivement, pour la FPH, acheter des logiciels propriétaires, c'est pas forcément un souci financier. Par contre, au-delà du choix stratégique, j'ai lu dans un document, alors un excellent document, qui est un retour d'expérience de la migration de la FPH dans un guide libre association d'il y a quelques années, que j'ai relu pour l'occasion, que finalement le point de la libre distribution et gratuité de logiciels n'était pas essentiel pour la FPH elle-même. Par contre, c'est marqué, il était fondamental en revanche pour la relation entre la FPH et ses partenaires moins dotés, parce qu'il permet par exemple de fournir à un partenaire africain de passage à Paris un CD-ROM avec les dernières versions des logiciels que la FPH utilise. Donc là, il y avait donc un choix qui était aussi lié au partenariat spécifique de la FPH, notamment avec des pays africains, etc. Et des partenaires entre guillemets, moins dotés financièrement. C'est bien ça? Oui, c'est ça, parce que si on utilise, effectivement, la FPH avait les moyens d'avoir toujours la dernière version du logiciel X et Y. Ça, c'était pas un problème financier. Mais par contre, si effectivement, ça crée un décalage, et là, ça nous permet aux partenaires aussi de jouer le rôle de conseil, parce que comme ça, c'est aussi plus agréable, moi, quand un partenaire venait me voir et me dit qu'est-ce que tu proposes, de lui dire voilà, t'as ce logiciel libre et tu peux l'installer, plutôt que de dire achète tes licences chez un tel. Donc puis Antoine reviendra, c'était aussi c'était une question de cohérence générale pour la FPH. Après ça, par rapport aussi entre ses valeurs et ses pratiques. On va y revenir effectivement juste après. Mais j'ai une question pour Antoine. Toi, tu es arrivé à la FPH il y a combien de temps à peu près? Ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant. D'accord. Donc toi, quand t'es arrivé, est-ce que tu connaissais déjà le logiciel libre? Est-ce que tu en utilisais? Est-ce que le fait que à LFPH tu allais utiliser un système libre te posait souci ou au contraire t'enthousiasmait? Quelle était ta relation avec le libre à l'époque? Alors, avant d'arriver à la Fondation, pour resituer un petit peu, mon engagement pour les questions écologiques, il a commencé maintenant il y a presque 10 ans. Très vite, je me suis posé la question de la cohérence au niveau personnel. Comment est-ce que je peux défendre des causes écologiques tout en utilisant les outils de ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, il m'en manque peut-être voilà, qui sont Apple. Apple, qui sont souvent les premiers pollueurs numériques. Donc j'ai commencé il y a quelques années, et avant d'arriver à la Fondation, des gestes que je qualifierais de premiers pas. J'ai quitté Gmail pour ProtonMail, par exemple. En ce qui concerne le navigateur, j'ai remplacé Google Chrome par Mozilla Firefox. Moteur de recherche, j'ai remplacé Google par Lilo, dont on parlait beaucoup à l'époque. Voilà, ça s'est un peu arrêté là. Pour la petite anecdote, parce que je la trouve marrante, mais avant d'arriver à la Fondation, moi je pensais que libre et open source, par rapport à la chronique qui a été faite juste avant aussi, c'était la même chose. C'était simplement que l'open source, c'était la façon anglophone de dire logiciel libre. J'avais pas encore ce niveau de connaissance là. J'ai pas changé mon système d'exploitation avant d'arriver à la Fondation. Je suis resté sous Windows. Pourquoi? Parce que les freins sont très importants. D'abord, il y a un mécanisme de vente forcée. Quand on achète un ordinateur, Windows et Microsoft Office sont généralement préinstallés. C'est devenu la norme par défaut. Et puis, il y a aussi une impression, un autre frein est une impression de complexité technique, un saut dans le vide qu'on fait pas seul quand on n'est pas entouré. Sans un réseau de connaissances pour nous guider, passer à Linux, ça reste assez intimidant. D'accord. On va en faire une pause musicale, comme ça après on va pouvoir revenir un peu sur la cohérence entre la FPH, le discours, les actions, et on parlera aussi peut-être des logiciels libres spécifiquement développés par la FPH, notamment par Vincent. Bon, on va faire une petite pause musicale, on va écouter Walking in Like You Own the Place par Punch Deck. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Walking in Like You Own the Place par Punch Deck, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Alors nous allons poursuivre notre discussion autour de la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès humain et notamment autour du logiciel libre avec nos invités Antoine Vascou, responsable de programme à la FPH, Vincent Calam, développeur, concepteur et codeur de logiciels libres au sein de la Fondation et également bénévole à l'April. Juste avant la pause musicale, je demandais à Antoine son lien avec le libre avant d'arriver à la FPH. Ça en fait entraîner évidemment une question. Quel est l'impact sur les pratiques personnelles quand on rejoint une structure finalement où il y a que du logiciel libre? Alors, merci beaucoup de poser la question. Je pense effectivement que le rôle de l'employeur est absolument déterminant. Avant de travailler à la Fondation pour le progrès humain, j'ai travaillé dans d'autres entreprises, dans des collectivités, où les outils Microsoft ou Google, par exemple, sont bien souvent la norme. Et tout ça contribue à ancrer des comportements. On devient un utilisateur dépendant par habitude. Arrivé à la FPH, c'était une sorte de déclic. Quand on rejoint une structure où le libre est la norme interne, on s'adapte. On découvre des logiciels, LibreOffice, on utilise Thunderbird au quotidien, on travaille sur Nextcloud. Et ce qui est fascinant, c'est que ce cadre professionnel contribue à lever le frein personnel. On se rend compte que ces outils sont stables, qu'ils sont efficaces, qu'on sait les utiliser. Et la barrière de la complexité qu'on supposait, elle tombe parce qu'on la pratique tous les jours au bureau. Et on en parle ensuite à notre famille, à nos amis. Et il y a véritable effet, entre guillemets, de ce que je pourrais appeler de contamination. D'accord, contamination positive. Positive. Comme la joie positive. Il faut quand même rappeler aussi, en plus, que côté FPH, les personnes qui étaient là il y a 20 ans, les logiciels n'étaient pas de la même niveau il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Donc, on peut imaginer que, c'était quand même plus compliqué qu'aujourd'hui. Par exemple, je pense à Echiroll, où effectivement, Echiroll, par exemple, ils sont aussi passés à beaucoup de logiciels libres. Bon, aujourd'hui, les logiciels sont très performants et pour beaucoup sont déjà connus par les gens sur leur poste de travail, mais à l'époque c'est pas du tout la même chose, donc c'est quand même et c'est une migration qui est réussie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retour en arrière en plus. Vincent? Non, pas du tout, non. Parce que parce qu'il y a eu des migrations où des fois les gens reviennent en arrière pour différentes raisons. Là, depuis plus de 20 ans, c'est pas revenu en arrière. Et je vous posais une petite question, alors je vais vous la poser pendant la pause musicale, mais je vais vous la reposer. Est-ce qu'il vous reste quand même des logiciels privateurs qui traînent quelque part pour des questions de partenaires? Ça peut être, par exemple, je sais pas, la compta ou autre. Ou est-ce que vous êtes vraiment passé en 100% logiciel libre? Alors, on doit toujours avoir, je dirais on a toujours Zoom. Alors ça c'est clair. Pour les visios, c'est ça? Pour les visios, c'est clair. En fait, un des freins qu'on a pu vivre c'est libre, c'était justement dans la relation avec les partenaires. Ouais. Je parlais de l'exemple des documents Word avant. Maintenant, la question se pose plus vraiment. Mais quand tout d'un coup il y a un nouveau logiciel, Skype. Quand Skype est apparu, comme la fondation communique beaucoup avec l'extérieur, avec l'étranger, avec à l'époque des coûts de télécommunications qui étaient non négligeable, Skype a été une révolution dans ce cadre-là. Ouais. Ça a été clair. Et là, évidemment, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas en tant que aide à responsabilité, ne pas mettre de Skype sur les ordinateurs. Ce qui nous a fait aider, c'est que maintenant, même des logiciels privateurs sont sur des distributions Linux comme Zoom. Zoom a un client, son client, il y a un paquet pour Ubuntu. D'accord. Alors la question sur Zoom, parce que j'ai juste la préciser, parce que aujourd'hui, par exemple, il y a des outils comme Big Blue Button et d'autres. Est-ce que le fait de rester sur Zoom, c'est vraiment les partenaires parce qu'ils sont habitués à Zoom? Ou parce qu'il y a des fonctionnalités que n'ont pas les logiciels libres de visio? Il y a une raison particulière de rester sur Zoom? Alors, je connais pas assez, mais non, mais c'est vrai que nous avons une instance Big Blue Button à la FPH. Donc, en général, je parle sous le contrôle d'Antoine, c'est quand c'est la FPH qui initie la communication, on va proposer son instance. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que quand c'est un partenaire
des fondations, enfin ou des partenaires ou pas des partenaires aussi, où gens disent voilà, nous fait le lien Zoom. Là, on dit pas, on refuse. Oui, ça nous arrive souvent à l'April aussi. Donc on nous dit tiens, on nous envoie un lien Zoom, on dit nous on a un BBB si ça vous arrange, enfin si c'est possible, un Big Blue Button. Antoine, tu voulais réagir là-dessus? Oui, et bien justement. Ça fait quand même quelques mois, maintenant plus d'1 an, qu'on envoie quasi systématiquement, quand on nous envoie un lien sur Zoom ou sur Microsoft Teams, qu'on propose à la place notre instance sur Big Blue Button. D'accord. Voilà, pour essayer aussi, c'est une manière de communiquer aussi aux acteurs qu'on accorde de l'importance à l'utilisation d'une solution libre. Alors effectivement, c'est compliqué quand il y a une conférence qui est organisée par un tiers et puis ou un webinaire et puis qu'on rejoint et qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Dans ces cas-là, on va pas le faire. Mais en général, quand c'est une relation entre 2 parties ou entre 3 parties, on propose systématiquement notre instance Big Blue Button. D'accord. Et comme le dit Marie-Odile, alors je salue d'ailleurs Marie-Odile qui est sur le salon web de l'émission, vous pouvez nous rejoindre. Sur le causecommune.fm, tout en bas, il y a un bouton de chat, et sinon sur libravou.org, il y a également le chat. Et donc, il dit le rôle pédagogique envers les partenaires. Et c'est vrai que c'est un rôle pédagogique, voilà, c'est pas forcément imposé, mais de dire on a cette solution-là, testez-la, et peut-être qu'elle vous conviendra aussi. Voilà, donc ok, donc mais en tout cas c'est quasiment du 100% logiciel libre et franchement bravo. Comme on le disait tout à l'heure en introduction, c'est même si effectivement j'ai bien noté la stratégie de Vincent d'acheter des ordinateurs neufs pour faire croire que le système est encore plus performant parce que c'est purement du libre, mais il y a le côté aussi système, et c'est très bien. Mais aussi tu disais dans ton introduction que Thunderbird, l'adoption était aussi en partie liée à l'époque au fait qu'il gérait très bien l'anti-spam et que voilà, donc c'est quelque chose qui était fonctionnel. Mais il y a aussi des raisons de cohérence entre le discours et de la FPH et ses actions. Alors qui concerne d'ailleurs pas peut-être que la partie informatique, mais ça j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus en détail, ou tu reviennes dessus en tout cas, s'il te plaît Antoine. Oui, alors c'est vrai qu'au-delà des enjeux techniques, il y a un enjeu de cohérence éthique fondamentale. C'est pas tenable de défendre des causes climatiques, sociales ou encore démocratiques la journée et de financer par notre usage quotidien des entreprises ou des solutions qui aggravent ces crises le soir. Cette cohérence, elle est cruciale sur 3 aspects que j'ai identifiés. Le premier, c'est l'enjeu du bien-être et de l'intégrité. Quand on aligne ces outils avec ces valeurs, on retrouve une forme de sérénité. On sort en fait d'une dissonance cognitive qui crée une tension intérieure, un mal-être qui naît quand nos actes contredisent nos valeurs. Excuse-moi, juste là tu parles des gens qui travaillent à la FPH, c'est ça? Oui, là je parle dans mon cas personnel, mais aussi okay. je pense dans le cas de gens qui souhaitent, qui défendent des causes qui ne sont pas totalement alignées avec ce que les géants du numérique nous vendent aujourd'hui. D'accord. Donc on ne défend plus le bien commun avec des outils qui contribuent à nous priver du commun. On retrouve une unité finalement entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit et entre ce qu'on fait. Le deuxième enjeu que j'ai identifié, c'est un enjeu qui est plutôt d'ordre économique et politique. On pense souvent que le vote se limite à l'urne, une fois toutes les quelques années, mais c'est oublier qu'on vote aussi tous les jours avec notre argent, avec nos données. Et même si les outils des GAFAM, de ces géants du numérique, semblent gratuits, souvent, ils ne le sont pas. Comme on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Nos données personnelles servent à entraîner des algorithmes, à renforcer la surveillance, à alimenter une bête économique qui échappe à tout contrôle démocratique. Et finalement, choisir le libre, c'est refuser ce modèle, c'est décider que nos données et notre attention ne sont pas à vendre. Et le troisième enjeu que j'ai identifié, c'est un enjeu de crédibilité qui est aussi très important pour nous en tant que fondation. Quand on porte un plaidoyer contre la puissance de ces géants du numérique, tout en utilisant des outils tels que Gmail, Windows, on perd quelque part en crédibilité. J'aime bien cette citation qu'on attribue à Gandhi, qui dit « Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul ». Aujourd'hui, un frein majeur au changement, c'est le manque d'exemplarité des élites et de nos représentants de manière assez large. Comment demander aux gens d'effectuer des changements quand ceux qui prennent la parole n'en font pas et continuent d'avoir un train de vie dispendieux? À la FPH, on a fait le choix d'incarner le plus possible le changement qu'on souhaite voir advenir, et c'est un enjeu de crédibilité. Et cette logique de cohérence, on l'applique pas qu'au numérique. Ici, le numérique en est un exemple, mais on l'applique également à la question du transport. On a décidé, il y a quelques années, de ne plus prendre l'avion pour nos déplacements. On se déplace... Plus du tout ? Plus du tout. D'accord. On applique aussi cela au matériel. On va privilégier, quand c'est possible, l'achat de matériel reconditionné, ou encore au bâtiment. Tout à l'heure, tu parlais de nos locaux à Paris. On les a rénovés dans une démarche écologique avec des matériaux bois, une bonne isolation, la mise en place de toilettes sèches. Voilà, ce sont d'autres exemples. Donc on essaie d'avoir cette cohérence de manière globale, et on essaie de suivre en fait les recommandations des acteurs qu'on soutient
dans les différentes thématiques qu'on soutient, ça donne une force de conviction puissante en fait, parce qu'on vient pas dire faites ce que je dis, pas ce que je fais, on vient dire regardez ce que nous faisons et faisons-le ensemble. Et est-ce que justement, par rapport aux partenaires, est-ce que vous avez vu au fur et à mesure des années une évolution au niveau des partenaires de leur utilisation de l'informatique? Alors pas forcément par le suivi de ce que fait la FPH, mais globalement par l'évolution du monde. Est-ce que par exemple dans les partenaires, vous avez de plus en plus de gens qui utilisent des logiciels libres ou qui utilisent des services libres pour leurs usages? Parce que j'imagine bien que sur ces 10 dernières années, ça a quand même beaucoup évolué positivement. Donc est-ce que vous avez vu ça auprès de vos partenaires avec qui vous échangez? Alors moi j'ai vu beaucoup l'effet de Framasoft, enfin de toute sa campagne de dédoublissant Internet. Donc ça c'est clair. Par contre, si je prends par exemple l'exemple du bâtiment du 38, Saint-Sabin qui héberge la FPH, mais elle héberge beaucoup de partenaires. Je crois qu'aucun n'est passé à du logiciel libre, une distribution GNU Linux en interne. Il y a pas. D'accord, il n'y a pas de migration interne. Il n'y a pas de migration. Nous en fait la pédagogie aussi qu'on fait, c'est par exemple dans le matériel qu'on rend commun, notamment l'imprimante et tout. Enfin, on vérifie au moins que ça marche pour tout. C'est l'avantage, c'est voilà, on n'est pas. Je sais qu'il y a aussi des Mac, il y a de tout. Et donc l'effort, c'est de dire en fait, c'est surtout de promouvoir les standards. Et aussi, la promotion des standards est aussi importante que la promotion du libre. C'est déjà. Rappelle ce que c'est qu'un standard. Ou qu'est-ce que tu entends par là? Typiquement, c'est le format ODT de LibreOffice. C'est le fait que format de document. Le format de document, c'est qu'il est pas produit uniquement par une entreprise. C'est le format d'Open Document et le fruit d'une discussion entre de nombreux acteurs. On connaît LibreOffice comme logiciel principal qu'il utilise, mais il y a d'autres logiciels qui sont capables de le lire. Donc pour moi, c'est des standards. J'ai envie de dire, si en face la personne veut garder son Word, mais que quand même entre nous on travaille avec des formats ouverts, avec des standards. Moi j'ai pas donné. On essaye d'être cohérent, mais on n'est pas non plus donneur de leçons. C'est aussi, comme disait Antoine, c'est par l'exemple et aussi en insistant sur ces formats ouverts. Ce qui permet la pérennité des documents et c'est un point important pour la FPH, la mémoire. Je vois que le temps file. Je voudrais qu'on n'oublie pas comme. Je voudrais parler parce que là on a parlé effectivement de la migration, poste de travail, outils, etc. Mais la FPH développe aussi des logiciels libres. Alors, je sais pas dire combien, j'en connais au moins un, la Fichotech. Oui, et puis il y a Scrutary, le moteur de recherche. Oui, excuse-moi, je connais deux, parce qu'en plus les deux on les utilise. Putain, excuse-moi. Voilà. Donc Scrutary est notamment utilisé sur libravou.org pour faire des recherches croisées entre les différents sites de l'April, ce qui vous permet par exemple de rechercher à la fois sur le contenu des émissions, mais c'est aussi sur les transcriptions. Donc ce sont deux logiciels libres qui ont été développés à l'initiative de la FPH. Comment ça s'est fait? Alors, d'abord, je crois que c'est un point important, c'est que c'est des décisions managériales avant d'être techniques. C'est-à-dire que l'investissement de la FPH dans la question de la mémoire, de la conservation, est très ancienne. Là, d'avant même que la FPH s'informatise, il y avait cette idée de faire des comptes rendus formatés, enfin, ça s'appelait les fiches de suivi, que ce soit pas juste des trucs qui traînent. Donc ça, c'est vraiment au cœur même de la fondation. Enfin, c'est les outils et méthodes de travail. Et au fond, c'est pour ça que ça a rencontré après le logiciel libre et puis le développement. Mais c'est vraiment important de le dire parce que je pense qu'un des freins, un des problèmes, c'est quand c'est que technique. C'est-à-dire que si vous développez un outil, que c'est purement le service informatique qui le propose, ça va pas marcher si la direction ne suit pas et n'impose pas. Enfin, ça fait partie d'un tout managérial. Donc en fait, la fondation avait dès les années 90 développé un système de petites bases de données de suivi. Elle a fait une tentative de migration qui a foiré parce que le prestataire n'avait pas répondu aux besoins. Et c'est là en fait que je suis arrivé pour développer les outils internes. Notamment, c'était des outils là pour le coup, on était sur poste de travail, de passer à un mode client-serveur. C'est-à-dire, avant, on était
du poste de travail pur, avec juste un disque dur partagé. Et là, c'était passé quand même dans un mode où il y a un serveur qui centralise les données et on utilise un client. Donc le client, c'est le navigateur web pour saisir ces données. Donc ça, c'était le passage dans les années 2000 où on a développé le système donc des fichothèques qui était de rassembler. Donc ça a commencé par petites briques. D'abord justement les fiches de suivi, puis 10 ans après, on a basculé avec toute la comptabilité, donc ça a été très très progressif. Mais aussi très vite, il y a eu l'idée, c'est là que ça rentrait le logiciel libre, c'est que c'était un logiciel métier, donc comme beaucoup d'ailleurs en informatique, donc, je crois. Très spécifique peut-être. Ouais, très spécifique. Ouais. Et comme beaucoup, je crois que ce qu'on connaît je crois que la formule c'est comme l'iceberg, c'est-à-dire que en informatique, c'est la part des logiciels grand public, c'est un petit pourcentage par rapport à tous les développements de logiciels métiers internes. Donc c'est un logiciel métier, mais on a quand même dès le début voulu qu'il soit réutilisable par d'autres. Donc notamment, j'ai développé dans les années 2000 des sites de ressources documentaires qui étaient fondés sur qui avaient la même base. Et d'ailleurs, j'avais bien vu comme le fait de répondre aux besoins de la FPH, mais aussi à d'autres besoins, enrichissait le logiciel. C'est ça, au fond, c'est plus on utilise un logiciel à différentes occasions, plus on enrichit ses fonctionnalités et on a des retours d'expérience. Et peut-être que le moins on le rend dépendant d'une structure, c'est-à-dire qu'il devient plus générique. Oui, c'est ça. Et donc potentiellement encore plus réutilisable par d'autres structures. Voilà, c'est que ça oblige de faire une interface de configuration correcte, alors qu'avant, dans le premier jet du logiciel, la configuration, ça va être un fichier texte sur le serveur, effectivement mal documenté. Donc, puis là, un an après, on se dit, je commence à en avoir marre de modifier ce fichier texte. Je vais peut-être faire une interface de configuration pour que je sois pas le seul. Et il y a aussi le fait de travailler pour que la FPH soit pas aussi dépendante d'une personne. C'est-à-dire moi, en l'occurrence, je peux faire ma crise mystique, aller au Tibet, disparaître. Passer sous un bus. Voilà, je préfère les crises mystiques que de passer sous un bus, même si malheureusement, le bus est plus probable. Mais effectivement, c'est aussi cette question de cette dépendance par rapport à une seule personne, à une seule structure ou un seul prestataire. Et là, évidemment, l'ouverture du code, le mettre sur un dépôt, ça c'est le dépôt Git, c'est dans le milieu des années 2010. J'avais mis du temps avant j'ai attendu que Framagit propose sa formule. Juste, sans entrer dans les détails de ce qu'est Git, c'est un endroit où on trouve le code source, qu'on peut le récupérer, le modifier, proposer des modifications. Et on peut suivre toute l'historique de modification, ce qui est aussi très important pour comprendre un logiciel. D'accord. Alors, c'est pas une garantie que le logiciel soit maintenu après qu'il y ait eu ta crise mystique, mais en tout cas, c'est une condition nécessaire. C'est nécessaire, en tout cas, pour qu'il puisse être pris. D'accord, par rapport à l'échelle privateur. Bon, il nous reste une petite dizaine de minutes. J'avais envie de vous poser une petite question, mais rapide. Est-ce que vous connaissez d'autres fondations du type de la FPH? Alors, comme tu l'as très bien expliqué en introduction, Antoine, les différents types de fondations, qui fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a cette même dynamique par rapport au logiciel libre ou aux ressources libres en général, que ce soit suisse ou française ou ailleurs. Alors, des fondations qui vont être spécialisées sur les enjeux du libre. Non, pas forcément spécialisées, mais qui fondent quelque chose, financent des projets libres ou en interne utilisent du libre. Non, les exemples sont pas vraiment nombreux. Ok, d'accord. Alors, je précise juste, tout à l'heure, tu as parlé de la Fondation de France. La Fondation de France, l'an dernier, avait eu un appel à projet qui s'appelait Liberté et démocratie numérique. Et cette année, va pas forcément fonctionner par rapport à appel à projet, mais va essayer de financer des projets autour du logiciel libre et de l'accessibilité. Donc, il y a des fondations comme ça. La Fondation de France étant financée principalement par des dons en France. Tout à l'heure, tu disais que la FPH donc soutenait des structures. Je dis qu'elle soutient évidemment l'April, mais elle a soutenu aussi Framasoft, la Quadrature, du Net, donc différents types de structures, c'est ça ? Exactement. Au sein d'un de nos 9 programmes qui s'appelle Démocratie et État de droit, on soutient des structures qui travaillent sur les aspects numériques, notamment en l'occurrence en lien avec la démocratie. Voilà, et on soutient depuis des années des acteurs comme l'April, Framasoft ou la Quadrature du Net. Voilà, ce sont les 3 acteurs qu'on va soutenir et qui travaillent sur les questions numériques, avec 3 focales différentes, je dirais.
l'April plus sur les questions de plaidoyer pour obtenir des lois favorables aux standards ouverts et à l'interopérabilité. La Quadrature du Net plutôt sur la dénonciation des dérives sécuritaires et commerciales qui menacent notre démocratie, en luttant notamment contre la surveillance étatique et l'accaparement de nos données par les géants du numérique. Et Framasoft, car l'association incarne la preuve par l'exemple, en rendant le libre accessible à tous, en hébergeant par exemple des services alternatifs, en éditant des logiciels et en formant les citoyens et les associations à reprendre la main. Question, qu'est-ce que change le contexte géopolitique actuel ? Enfin, depuis quelques années, on va dire, parce que à la fois sur ce que fait la FPH ou sur la partie libre, voilà. Alors effectivement, ça change beaucoup de choses. Pendant des années, le plaidoyer qui a été porté par les acteurs que nous soutenons et d'autres a semblé être une lutte vaine de convaincus face à la toute-puissance des géants du numérique. Aujourd'hui, le contexte il a brutalement changé et c'est pas parce que le discours est devenu meilleur, mais c'est parce que la réalité géopolitique a donné raison à ces acteurs. Premièrement, on pourrait parler de l'effet Trump. L'élection de Donald Trump et la trumpisation des relations internationales ont agi comme un électrochoc. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut presque le remercier là-dessus. Fini le temps de la diplomatie feutrée où l'Europe pouvait croire qu'elle était protégée par son alliance avec les États-Unis. Trump a clairement affirmé que l'Europe ne pouvait pas se passer de ces géants américains, ce qui a transformé une dépendance technologique en une arme politique. Et ce signal d'alarme a provoqué une prise de conscience massive, peut-être pas aussi massive qu'on l'espérerait, mais qui commence à devenir quand même importante. Face à cela, l'Europe et la France commencent à bouger. Alors, on aimerait évidemment que ça bouge plus vite, mais ça a quand même commencé à bouger. Je peux parler de l'initiative La Suite, voilà, où la France développe sa propre suite bureautique souveraine, visio, documents, mail par exemple, pour remplacer Microsoft 365 dans l'administration. Voilà, c'est un projet d'infrastructure critique financé par le public, développé par la direction interministérielle du numérique, dont le code est libre. Je peux aussi parler de l'Allemagne qui a créé la Sovereign Tech Agency, une agence publique qui finance directement la maintenance de briques logicielles essentielles, voilà, souvent tenues par des bénévoles. Et tout ça sont des enjeux de résilience, hein, comme l'ont montré l'exemple de la ville d'Échirolles, qui est passée aussi sur des solutions libres, ou le réseau Mastodon. Les architectures décentralisées et libres permettent de résister aux pannes mondiales, à la censure, aux coupures, là où un système centralisé peut plus facilement s'effondrer. Et puis aussi, le logiciel libre est devenu une question de souveraineté et de démocratie. Dans un monde où l'IA générative explose la consommation énergétique et où les algorithmes polarisent nos sociétés, reprendre la main sur le code est une façon de garantir à la fois les questions de sobriété énergétique, donc des logiciels qui sont maîtrisés et légers, une indépendance politique, le fait de ne pas subir les décisions d'un milliardaire ou d'un président étranger, puis aussi la pérennité des services publics, pouvoir réparer, modifier, faire durer nos outils sans avoir à payer de rançon, entre guillemets. Voilà, donc soutenir le libre aujourd'hui, c'est préparer l'infrastructure de notre liberté future. Et pour reprendre les termes de Pierre-Yves Gosset, hein, de Framasoft, c'est construire des globules blancs, ce qui est la défense, et puis des globules rouges, les solutions dont notre société aura besoin pour traverser les bouleversements à venir. Et finalement, ce que change aussi, pour terminer là-dessus, ce que change aussi le contexte géopolitique actuellement, c'est qu'on a une réduction drastique des financements à disposition de la société civile. On a Trump qui a supprimé l'USAID, on a Open Society Foundation, une fondation américaine qui se retire de plus en plus d'Europe. On a des fonds publics à destination des associations, soit qui diminuent, soit qui deviennent de plus en plus difficiles à aller chercher, que ce soit au niveau français comme européen. Voilà. Et malgré le fait que nous, on soutienne structurellement avec un montant assez conséquent des organisations de la société civile chaque année, aujourd'hui, le facteur limitant, c'est pas des bons projets à soutenir, c'est pas des bonnes associations à soutenir. Le facteur limitant, c'est clairement les moyens. Ça, c'est clair que les moyens sont de plus en plus difficiles à trouver, effectivement, et c'est pas les projets qui manqueraient. On arrive en fin d'émission, donc si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez, mais surtout, je vais vous poser la question finale traditionnelle. On va commencer par Vincent. Pour conclure, quels sont les éléments clairs au sein de cette émission en moins de 2 minutes chacun? Vincent, Calam. Ah oui, ça je l'ai pas préparé. Ah, pourtant, dans le mail c'était marqué de préparer vos réponses. Bah, tu vas improviser, Vincent. Alors. Non, c'est juste dire que effectivement, j'ai l'impression de me répéter d'émission en émission, mais de dire c'est pas qu'un enjeu évidemment technique. Hein, c'est le logiciel libre, c'est aussi du point de vue d'une organisation, c'est aussi un enjeu managérial. Enfin, je pense que ça a intégré, comme l'a dit Antoine, ça a intégré dans le projet de la structure d'une certaine manière. C'est pas juste un problème de service informatique. C'est intégré dans la structure elle-même. D'accord. Antoine Dascou.
Oui, alors je me suis noté 2 points clés qui me semblent importants. Comme l'a dit Vincent, ce n'est pas qu'une question technique, le logiciel libre, c'est un acte politique et écologique. C'est difficile de prêcher la transition écologique et la souveraineté démocratique tout en utilisant des outils des géants qui accélèrent cette crise climatique et cette surveillance de masse. Et puis le deuxième point qui me semble véritablement important, j'en ai parlé plus tôt, c'est le pouvoir de l'exemple. Voilà, on peut pas demander à la société de se mobiliser pour différents types de transitions, y compris la transition écologique, si ceux qui portent ce discours-là ne la vivent pas eux-mêmes. Voilà, je reprends cette fabuleuse citation attribuée à Gandhi, mais montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul, et je pense que c'est un moyen très important, un message, très important à faire passer aujourd'hui. Je suis bien d'accord, et je renvoie les auditrices et auditeurs à l'émission 276, notamment avec migrer vers le logiciel libre sur le poste de travail, avec notamment Alternatiba qui se mobilise, vu que tu parlais de transition écologique. C'est l'émission du 19 mai 2026, donc vous trouvez sur causecommune.fm et libreavou.org la transcription et le podcast. Écoutez, merci Antoine et Vincent, donc Antoine Vascou et Vincent Calam de la Fondation Charles-Paul Meilleur pour le progrès humain. Belle fin de journée, et puis on va faire une pause musicale. Alors la pause musicale va à nouveau complètement changer de style. On va écouter Extrêmement PD de toi par Rose Azerty. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Je suis extrêmement pédé de toi. T'as déboulé à 100 à l'heure et puis t'as drifté devant moi. Je suis extrêmement pédé de toi. Peux-tu sortir de ta bagnole, il faut que j'établisse ce constat. Tu dis des termes et je réponds oui.
venons d'écouter Extrêmement pédé de toi par Rosa Zerti, disponible sous licence libre Creative Commons 0. C'est la licence Creative Commons qui se rapproche le plus possible du domaine public. Et je vous suggère également de regarder le clip qui est survitaminé. Rosa Zerti a été notre invitée dans Libre à vous 206 du 23 avril 2024. Le lien est sur la page de l'émission, dont les notes de l'épisode, si vous nous écoutez en podcast. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. On va passer au sujet suivant. Alors Vincent Calam est toujours au studio, mais comme il est un peu flemmard, il n'a pas préparé une chronique. Non, je blague. On va rediffuser une chronique qui en plus est pile poil dans l'actualité. Donc c'est une chronique qui était consacrée au magazine belge Curseur et j'expliquerai après le lien avec l'actualité. Donc ce n'est pas une chronique en direct, c'est la rediffusion d'une chronique de Vincent Calam. On se retrouve juste après. Nous allons donc poursuivre avec Vincent Calam, informaticien libriste bénévole à l'April, qui nous propose des chroniques lecture buissonnière, ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Le thème du jour, le magazine belge Curseur. Donc contrairement aux autres chroniques que tu prépares, où tu rédiges et tu me fais même les relances, là, aujourd'hui, tu vas être en mode un peu plus improvisation pour nous présenter ce magazine belge Curseur. Tout à fait. Alors c'est un peu, il y a une question de flemme, mais aussi parce que j'allais manipuler le journal en direct et donc je trouvais que c'était compliqué de lire plus de manipuler. Alors, je croyais que tu voulais faire manipulation du journal en direct à la radio, ce qui est très visuel. Oui, voilà. Donc quand tu vas le faire bien faire pour le bruit des pages. Justement, voilà. Alors c'est pas très, oui, effectivement, c'est le problème de la radio. Alors je trouve que ce qui est important dans les lectures, c'est aussi de toucher. Moi, j'aime bien toucher le papier, donc c'est pas très, c'est plutôt visuel. J'aime bien ça. Donc, je vais quand même décrire le journal. Alors, d'abord, vous pouvez voir donc il s'appelle Curseur. C'est une revue qui a commencé en 2023, semestriel. Vous pouvez trouver donc sur le site web curseur.be, Curseur au pluriel, je précise, et c'est fait par l'association qui s'appelle Tactique, tactique.be. Donc ils en sont au numéro, alors là j'ai 3 numéros et le numéro 4 vient de sortir. Alors le premier numéro, son thème c'était un thème principal, toujours smartphone, le coût du confort. Ensuite le deuxième était sur l'éducation numérique et le troisième sur le coût de le prix de la gratuité. Et le quatrième, que je n'ai pas reçu encore, sera sur les conditions physiques, enfin tous les réseaux, toutes les conditions physiques qui font qu'Internet fonctionne. Voilà. Alors comment ça se présente ? Alors c'est une revue, mais alors j'aime bien la présentation parce que c'est pas le format de type news magazine, c'est-à-dire par exemple l'Obs, Le Point ou même par exemple Linux Mag et tout. C'est plutôt un format journal, un peu moins grand que par exemple le Monde. En fait, moi, ça a tout de suite évoqué le monde diplomatique en termes à la fois de format, de taille, et puis aussi de mise en forme générale des articles. Toujours des articles très longs sur deux ou trois pages, sur 3 colonnes, donc une forte densité d'informations là-dessus, et quand même le temps de développer un sujet, puisque le magazine fait une quarantaine de pages, jusqu'à 48 pages pour certains numéros. Donc il y a. Moi, le mien il fait 55 pages à mon exemple. Voilà. Alors moi le premier faisait 48 et puis ça a augmenté. Tu peux compter en direct. Voilà. Alors donc là c'est voilà. L'initiative intéressante, c'est la page centrale, ils ont mis un glossaire. Donc effectivement, on traite de sujets assez techniques. Donc souvent au cours des textes, quand ils ont ils introduisent un terme de type licence libre ou Creative Commons, ils le surlignent et ils renvoient au glossaire, donc un peu comme des hyperliens, mais des hyperliens papier. Et je trouve l'idée astucieuse, c'est d'avoir mis le glossaire sur la page, sur la double page centrale, ce qui permet de l'avoir à côté pendant la lecture et ainsi de suite.
Donc donc je trouve que c'est une super initiative. Moi j'ai pensé aussi quand j'ai découvert ce journal à l'initiative du Lama déchaîné pendant la campagne d'adhésion à l'April. Donc Lama déchaîné avait des mots croisés, ce qui n'a pas la revue. Petit manque de la revue Curseur, mais en termes d'idées finalement de reprendre les codes de la presse écrite et traditionnelle pour présenter le livre, moi m'a beaucoup séduite. Les textes donc viennent d'un peu partout. Il y a des productions du comité de rédaction, et puis ils reprennent aussi des textes d'ailleurs, puisque dans le numéro 3 j'ai découvert un certain Laurent Costi qui a écrit. Alors je savais pas si tu étais au courant ou non. Si. Alors justement, j'en profite pour saluer Cello et HGO qui sont de Tactique, qui sont aussi sur neutrinet.be, et c'est eux qui m'aident souvent à débugger mon petit serveur en tant que brique internet, parce que j'ai de temps en temps des problèmes, et ils sont toujours dispo, ils sont super, et effectivement ce qu'ils produisent c'est juste génial. Et ils m'avaient contacté pour reprendre le texte et puis le mettre à leur sauce, le retravailler un peu, parce que j'étais pas très fort en écriture inclusive. Ils ont retravaillé le texte, donc oui, je les salue et je suis très très content de découvrir ce texte. Voilà. Donc, alors, je reprends les trois. Alors, le système, oui, je précise, c'est une diffusion gratuite. Il les diffuse gratuitement. Ce qu'il demande, c'est quand on s'abonne, c'est une contribution aux frais d'envoi. Donc moi, j'ai pas encore reçu le 4e. J'ai reçu les trois d'un coup, parce que ça limite les coûts. Et je crois qu'ils diffusent ça gratuitement dans différents lieux. Principalement en Belgique, je suppose. Oui, principalement autour de Bruxelles. Ouais. Après, je pense que s'ils avaient des correspondants en France, ça pourrait être diffusé plus largement en France. Je pense que si on leur passait commande d'une dizaine de numéros de la revue, j'imagine que ça se ferait sans problème. Je suis en train de me dire que tes bureaux sont pas loin des bureaux de la Fondation pour le progrès humain Charles Oppelmayer, qui a aussi une maison d'édition. Donc peut-être que dans la maison d'édition, il pourrait y avoir le magazine Curseur. Oui, écoutez, on peut imaginer. Excuse-moi de balancer la patate chaude. On peut imaginer. Moi, je l'ai connu grâce à une association qui est grâce à les gens de Ritimo, qui eux sont situés boulevard Voltaire. Donc c'est comme ça j'ai vu en allant à une réunion chez eux que j'ai trouvé le numéro. Alors avant d'oublier, parce que le temps passe super vite, est-ce que tu peux nous laisser un exemplaire ou pas? Je peux même. Je les ai lus. D'accord. Non, je dis pour les auditeurs et les auditrices, vendredi 7 février à 19h30 jusqu'à peu près 22h, 23h, il y a la soirée mensuelle à Radio Cause Commune, donc au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e à Paris. Donc on laissera un exemplaire, comme ça les personnes pourront découvrir. Tout à fait. Voilà. Et donc venez, surtout, c'est une soirée radio ouverte, donc vous pourrez découvrir le studio, les personnes qui font vivre les émissions, et puis vous pourrez découvrir le magazine Curseur. Alors je précise aussi que je vois que la structure qui porte Curseur, donc qui s'appelle Tactique, donc existe depuis 2002, et qu'elle accompagne aussi les associations et collectifs militants à l'adoption d'outils libres, éthiques et durables dans une logique d'émancipation et d'appropriation collective et citoyenne des technologies numériques. Donc c'est plutôt sympa. Et je sais pas si tu as remarqué, la licence par contre de diffusion, c'est une Creative Commons, mais qui ne permet pas en fait la redistribution commerciale. Voilà, c'est peut-être qu'ils pourraient passer en licence CC BY SA, c'est repartage dans les mêmes conditions. Peut-être à leur suggérer. Écoute, vous les inviterez une fois dans une émission, un sujet long de Libre à vous à distance. En plus, le fait que ce soit en Belgique, c'est à la fois très intéressant. Il y a une très très grande proximité évidemment sur les sujets, mais aussi sur le thème de l'éducation, de montrer comment réagissent les ministères belges. C'est une approche très intéressante. Et pour terminer, moi, il y a aussi une rubrique à la fin qui m'a beaucoup intéressé, qui est des recensions d'ouvrages. Donc voilà, pour mes chroniques, je vais pouvoir puiser dedans. Mais promis, je vais pas les lire en direct. J'essaierai d'écrire mes propres recensions, mais ça m'inspire bien en termes de lecture. Et précisément, d'un point de vue technique, je lis que la maquette de la revue a été réalisée entièrement à partir de logiciels libres. Donc le contenu textuel est déployé en Markdown, dont a parlé, donc c'est un langage de balisage dont a parlé Jean-Christophe Becquet dans une chronique Libre à vous il y a quelques mois. Et la mise en page a été faite par le logiciel libre Scribus, dont on a parlé aussi à un moment. Donc voilà, donc c'est vraiment quand même des gens très pro-libristes.
Tout à fait. Bah, en tout cas, la lecture des sujets. Bon, je dirais que j'ai pas été surpris par beaucoup d'articles. D'accord. Mais c'est normal. Mais je pense effectivement à laisser traîner. Donc je laisse même les trois exemplaires, je les laisse traîner avec plaisir. Tu es grand seigneur. Dans les studios de Libre à vous pour les gens de passage et ceux qui attendent leur émission, par exemple. Ok, bah écoute, c'est comme une lecture de cabinet médical d'avant le Covid. Bah écoute, merci Vincent. Donc c'était la revue Curseur. J'adore ce final de Vincent. Donc c'était une rediffusion donc du chronique de Vincent Calam, lecture buissonnière, qui nous parlait du magazine belge Curseur. Alors, Curseur, c'est avec un S. Alors pourquoi j'ai rediffusé cette chronique? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un appel à financement pour le prochain numéro de Curseur qui se termine le 25 juillet 2026, donc vous allez sur libreavou.org ou causecommune.fm dans la page de l'émission du jour et vous trouverez le lien, ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Et la deuxième raison, c'est que, comme l'a dit à un moment Vincent ou Laurent, je ne sais plus, dans la chronique, la revue est éditée par l'association belge Tactique. Et Laurent a parlé de Cello et HGO, donc c'est deux pseudos. Et ben nous recevrons Cello et HGO dans l'émission Libre à vous du mercredi 7 juillet 2026 pour parler donc de l'association belge Tactique, de Curseur et également du fournisseur d'accès Internet dont a parlé Laurent, qui est Neutrinet, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'était la chronique de Vincent Calam, informaticien libriste, bénévole à l'April, lecture buissonnière. On approche de la fin de l'émission, on va terminer par quelques annonces. Je vous rappelle que les liens utiles concernant les annonces de fin sont sur la page consacrée à l'émission du jour, sur libreavou.org/278 ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Ce jeudi 11 juin 2026 à partir de 19h30 à Paris, il y a une soirée de contribution au libre à la FPH, justement à la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès humain, donc à Paris dans le 11e arrondissement. Je crois que c'est tous les deuxièmes jeudis du mois. C'est bien ça, Vincent? Oui, tout à fait. Ok, Vincent confirme que c'est tous les deuxièmes jeudis du mois. Ce week-end, donc, à Celles-sur-Cher, il y a les Geek Ferries, qui est un festival de l'imaginaire. Et l'April y sera présente, notamment avec sa présidente Magali Garnero. Une fête d'installation, venez vous faire aider à installer un système libre samedi 13 juin 2026 de 14h à 17h30 à la Petite Roquette à Paris. Si vous n'êtes pas à Paris, mais si vous êtes à Nantes, il y a un repère café numérique plus install party le mercredi 17 juin de 14h à 18h au centre socioculturel Port-Boyer à Nantes. Si vous êtes du côté de Dunkerque, je vous convie aux rencontres des libertés numériques le vendredi 19 juin 2026 de 17h à 19h à la maison de quartier des Glaciers à Dunkerque. Côté radio, la prochaine soirée radio ouverte, c'est le vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h30, donc au studio de Cause Commune. J'essaierai d'amener des numéros d'ailleurs du magazine Curseur. Et le lendemain, il y a le premier samedi du libre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc samedi 4 juillet 2026, pour vous faire installer des logiciels libres ou assister à des conférences. Et voilà, donc vous entendez le générique de fin. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Antoine Vascou, Vincent Calam. Aux manettes de la régie, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Sébastien Chopin, Elodie Daniel Girondon, Nicolas Graner, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcast individuels par sujet. Quentin Gibaud, Théocrite et Tinuy, bénévole à l'April. Merci également à Marie-Odile Morandi et le groupe de transcription qui permet d'avoir une version texte de nos émissions. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/278 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Il y a eu plusieurs émissions qui sont arrivées récemment, dont une consacrée à l'école, Regard sur l'école, qui est une émission très intéressante le samedi. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 16 juin 2026 à 15h30. Notre sujet principal sera un nouveau Café Libre, un débat autour de l'actualité du logiciel libre animé par mon collègue Étienne Gonu. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 16 juin et d'ici là, portez-vous bien.